Alors, avoir un chien en France, on s'imagine tout de suite les balades, les câlins, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable engagement qui est encadré par des lois bien précises et des responsabilités qu'il faut absolument connaître. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce monde juridique. C'est vraiment la question à se poser. Parce que, oui, le chien est adorable, mais derrière cette boule de poil, il y a tout un cadre légal, un cadre même très strict. Il définit nos obligations, pas seulement envers notre animal, mais envers tout le monde. Et tout ça, ça commence dès le tout début, dès le moment de l'acquisition. Qu'on prenne un chiot chez un éleveur ou dans une animalerie, la loi a prévu des protections contre les mauvaises surprises. On pense notamment aux problèmes de santé qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Ok, alors, la loi, elle a prévu un truc super important, ce qu'on appelle les vices rédhibitoires. En gros, ce sont 6 maladies graves, impossibles à détecter le jour de l'achat, mais qui donnent un droit de recours. On parle de la maladie de Carré, de l'hépatite de Rubart, de la parvovirose, mais aussi de la dysplasie de la hanche, de l'ectopie testiculaire et de l'atrophie rétinienne. Si l'une d'elles apparaît juste après l'achat, le propriétaire n'est pas sans solution. Mais alors là, attention, c'est le point crucial, les délais. Ils sont hyper stricts. Pour que la loi nous protège, il faut agir, et agir vite. Prenons la parvovirose, une maladie foudroyante. On n'a que 5 jours pour obtenir un diagnostic du vétérinaire. 5 petits jours. Ensuite, on a 30 jours pour porter plainte. Une fois que ces délais sont dépassés, c'est terminé, il n'y a plus de recours possible. La rapidité, c'est vraiment la clé. Bon, une fois le chien à la maison, les responsabilités commencent vraiment. Et là, ça concerne absolument tout le monde, peu importe la race, la taille ou l'âge du chien. La responsabilité légale du maître est engagée en permanence. Allez, un premier chiffre qui marque. 450 €. Ça, c'est l'amende prévue par le code pénal si un chien, qui pourrait présenter un danger, n'est pas tenu en laisse ou divague. Et attention, on ne parle même pas d'une attaque. Le simple fait de le laisser sans contrôle suffit pour être sanctionné. Et de l'autre côté du spectre, 150 000 €. Et ça, c'est sans compter les peines de prison. Là, on parle du maximum en cas d'homicide involontaire causé par un chien. Le fossé entre ces deux chiffres montre bien l'étendue des conséquences possibles. Et voilà, cette image parle d'elle-même. Une morsure, ce n'est jamais, jamais anodin. La loi est formelle là-dessus. Le propriétaire est toujours responsable des actes de son chien. Ces amendes, ce ne sont pas juste des chiffres théoriques, elles correspondent à des drames bien réels. Ok, maintenant, on va aborder un sujet un peu sensible et souvent mal compris. Les fameux chiens dits dangereux. Il ne s'agit pas du tout de juger une race, mais de comprendre un cadre légal bien précis qui a été mis en place pour la sécurité de tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste un chien catégorisé? Eh bien, c'est une classification qui ne se base pas sur le comportement du chien, mais vraiment sur son physique, sa morphologie. Et une fois qu'un chien entre dans cette classification, ça déclenche toute une série d'obligations très, très strictes pour lui et son propriétaire. La loi a donc créé 2 groupes bien distincts. La catégorie 1, qu'on appelle les chiens d'attaque, et la catégorie 2, les chiens de garde et de défense. Et la différence entre les deux est absolument fondamentale. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Tout tourne autour d'un seul truc. Le LOF, le livre des origines français, en gros, le pédigré du chien. Pour faire simple, à la catégorie 1, ce sont des chiens sans pédigré officiel qui ressemblent physiquement à certaines races, alors que la catégorie 2, ce sont majoritairement des chiens de race bien inscrits au LOF. C'est vraiment cette notion de pédigré qui fait toute la différence. Et cette différence, elle n'est pas juste sur le papier. Les conséquences sont énormes. On voit que certaines obligations sont communes, comme le permis ou la muselière, mais regardez les interdictions pour la catégorie 1. C'est radical. Pas d'achat, pas de vente, stérilisation obligatoire, accès interdit aux lieux publics. Pour ces chiens, la loi est bien plus qu'une contrainte, c'est une quasi-interdiction. Ok, pour que ce soit bien clair, on récapitule. Catégorie 1, c'est toujours un chien non LOF. Catégorie 2, c'est presque toujours un chien LOF. Il y a juste cette fameuse exception du Rottweiler non LOF qui reste en catégorie 2. Et le point le plus important, ce n'est pas à l'œil qu'on décide. Seul un vétérinaire agréé, après un examen, peut déterminer officiellement si un chien appartient à une catégorie ou non. Donc si on a un chien de catégorie 1 ou 2, il y a un document absolument indispensable, le permis de détention. Voyons un peu comment on l'obtient. C'est un processus en 3 grosses étapes. 1, on se forme soi-même. C'est une journée de formation pour obtenir ce qu'on appelle l'attestation d'aptitude. 2, on fait évaluer son chien par un vétérinaire spécialisé. Et 3, une fois qu'on a tous les papiers, on dépose le dossier complet à la mairie. C'est une démarche sérieuse.
faite pour s'assurer que le propriétaire a bien conscience de tout ce que ça implique. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'il faut mettre? Pensez-y comme une checklist. Il faut les papiers d'identité du chien, la preuve du vaccin contre la rage, une assurance bien spécifique, le certificat de stérilisation si c'est un catégorie 1, et bien sûr, les 2 documents clés, l'attestation de formation du maître et le rapport d'évaluation du chien. Chaque papier compte. Voilà, on a fait le tour. La loi peut sembler complexe, c'est vrai, mais au final, son but est de protéger tout le monde. Le public, les autres animaux et même le chien lui-même, en s'assurant qu'il est entre de bonnes mains. La question de départ reste donc entière, et c'est à chacun de se la poser. Est-on bien sûr d'être parfaitement en règle?